Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Un peu plus de 20h30 sur Sud Radio. Nous sommes le samedi 25 janvier 2025. C'est la semaine qui met à l'honneur le sport féminin sur Sud Radio. Et on démarre tout de suite avec le journal de l'actualité, les changements à la une avec Mathéo Lamblot. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, les changements à la une. Samedi 25 janvier 2025, Mathéo Lamblot, les changements à la une. Le 3 décembre dernier, on inaugurait le campus Louis Braille au sein du quartier du Roc. Ça bouge pas mal. Et oui, alors que l'on compte plus de 2 millions de personnes malvoyantes ou non-voyantes en France et 15 millions en Europe, ce centre d'innovation et de recherche de portée internationale en déficience visuelle regroupe des chercheurs, des startups et des déficients visuels. Thibaut de Martin-Presse, son fondateur, nous dévoile les objectifs du campus à court et moyen terme. L'objectif étant de co-construire ensemble des innovations, des solutions qui vont pouvoir améliorer la vie quotidienne, la vie de tous les jours et donc l'inclusion des personnes aveugles et des personnes malvoyantes. Le campus Louis Braille a par ailleurs accueilli sa première promotion de 10 startups qui sont arrivées début janvier sur le campus. Et j'ai été personnellement au Consumer Electronics Show au CES de Las Vegas début janvier pour repérer des innovations qui vont pouvoir bientôt rejoindre le campus. Totalement inédit en France, l'Olympique de Marseille, pas lyonnais, que dis-je, inaugure une expérience totalement folle. Et le club de la Cité phocéenne a en effet créé son équipe pour amputer et devient le premier club professionnel à le faire. L'effectif sera composé de 9 joueurs. Il a été présenté au public du Stade Vélodrome le dimanche 19 janvier à l'occasion du match OM Strasbourg. Le président Pablo Longoria leur a remis symboliquement leur maillot. Et le 11 février 2025, la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq organise au Handilab un événement pour célébrer les 20 ans de la loi de 2005. Cet incubateur de start-up inauguré en décembre à Saint-Denis organise un colloque pour partager les innovations afin de rendre les droits effectifs et construire des solutions d'avenir. Cet événement est organisé par le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles avec celui de l'autonomie et du handicap. Au programme sont prévus des ateliers de réflexion, un espace démonstration de solutions innovantes ainsi que plusieurs interventions. Les changements à la une à retrouver chaque semaine ici sur Sud Radio. Faut que ça change. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, les changements à la une. Les amis, je suis très heureux parce que c'est une semaine très particulière où on met à l'honneur le sport féminin. À l'honneur, je le disais sur Sud Radio. Et nous, on va mettre une athlète paralympique à l'honneur, Florence Alix-Gravelier. Bonjour Florence. Bonjour. Je suis ravi c'est dur qu'on te reçoive ici parce qu'on se connaît. Normalement, je devrais te vous voyer, mais c'est difficile. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Tu es joueuse de tennis fauteuil professionnel, tu es également vice-présidente de la Fédération française de tennis et surtout tu es conférencière et tu t'amuses à rendre le handicap amusant et à sensibiliser les entreprises pour qu'elles changent de regard sur la question. Je dis vrai ? Oui, je suis obligée quand même de parler un peu au passé parce que j'ai arrêté ma carrière depuis quelques années maintenant, mais je suis toujours par contre une conférencière en charge de faire progresser la question de la diversité dans les entreprises et faire que les entreprises se saisissent de ce sujet comme un outil de performance et pas uniquement comme une contrainte sociale. Et alors, tu es née le 23 janvier, je vois ça, 79, ouais, ça veut dire que c'était ton anniversaire, donc joyeux anniversaire. Caroline Fruchot, notre chroniqueuse, chouchou, comment ça va ? Salut Anthony. Merci d'être là autour de la table. Et puis, quelqu'un que j'aime beaucoup, forcément, puisqu'on fait le même sport, Frédéric Lecanu, la voix du judo. Bonjour Fred. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être à vos côtés une fois de plus. Nous, on est très heureux que tu sois là et on va parler sport, médiatisation. Je te rappelle, tu es journaliste, animateur, tu es la voix du judo, tu es la voix d'autres sports aussi sur Eurosport. Et très prochainement, on va en parler juste après d'ailleurs, sur RMC Sport, tu vas couvrir les grands tournois, en tout cas le grand slam de judo 2025 à Paris. Allez, Mathéo Lamblot, on s'est déjà dit bonjour. Avec les changements à la une, des Brito, bonjour, voilà. Et puis merci à vous qui nous rejoignez. Florence, je vais commencer avec toi. Puisque toi, tu as un handicap au niveau de la hanche, en tout cas c'est une dysplagie, c'est ça, de la hanche ?
Oui, c'est ça, c'était une malformation congénitale. Donc c'est quelque chose qui a évolué avec moi depuis toute petite, en mieux et en moins bien par moment, et qui fait que j'ai jamais été 100% en fauteuil, mais j'ai jamais été non plus 100% bien marchante. Comment tu en es arrivé C'est un peu la particularité de mon parcours. Comment t'en es arrivé au tennis fauteuil ? Un peu par hasard, à un moment où le handicap a pris de la place dans mon adolescence et donc a fermé un certain nombre de portes de manière un peu brutale mais invisible. La particularité des enfants qui grandissent avec un handicap, c'est que ces évolutions-là, elles se font souvent de façon sous-jacente, c'est-à-dire elles sont pas prises en charge dans un centre de rééducation, dans un lieu où on va vous accompagner à vivre ça. Et donc, quand moi, il y a eu une dégradation de mon état de santé, j'ai dû gérer ça toute seule avec ma famille, avec les gens qui étaient autour de moi. Et j'ai eu la chance de tomber sur un petit article, c'était dans le journal Sud-Ouest à l'époque, qui disait qu'il y avait une manifestation de tennis fauteuil à proximité de chez moi, et je suis allée voir comment ça se passait. Donc voilà, le hasard, et c'est malheureusement encore souvent le hasard. Être une femme et en situation de handicap, est-ce que c'est pas être doublement handicapé ? Si, et puis on parle souvent de situation de handicap. Moi, je parle aussi souvent de situation de féminité dans les difficultés qu'on peut rencontrer, parce qu'effectivement, selon les lieux dans lesquels on se trouve, ça peut augmenter quand même les opportunités un peu moindres, et dans le sport en tant que joueuse, mais aussi en tant que dirigeante aujourd'hui, c'est quelque chose qui crée une double complexité dans mon parcours. Ouais. Et la médiatisation autour du sport paralympique, c'est quand même un sujet. On l'a vu pendant les Jeux de 2024 à Paris. La couverture a été incroyable. Elle a été, on peut le dire, quasiment égale aux Jeux Olympiques, ce qui n'était pas le cas auparavant. Toi, tu portes quel regard ? Et puis c'est la même question que je poserai à Frédéric derrière. Évidemment, un regard assez positif, assez optimiste, dans le sens où il s'est passé des très très belles choses, peut-être même bien plus que ce qu'on pensait. Je faisais partie peut-être Alors moi, je faisais pas partie des JO sceptiques. J'étais confiante dans le fait qu'on était capable d'en faire quelque chose de super positif, mais je pensais pas qu'on délivrerait à ce niveau-là, que ce soit l'organisation des Jeux, que ce soit les médias, etc. La difficulté aujourd'hui, c'est de faire durer cet esprit-là dans le temps. Et on le voit déjà se déliter, cet esprit-là, dans plein d'égards. Et moi qui suis du tennis, je me dis qu'il y a un grand rendez-vous qui arrive très bientôt et qui va être un élément assez... en tout cas un élément de contrôle quelque part, de savoir où on en est de l'esprit de Paris 2024 du côté de la visibilité, parce que s'il n'y a pas une couverture aussi de Roland-Garros tennis fauteuil qui se trouve pendant le tournoi de Roland-Garros, qui est un moment où c'est extrêmement facile de couvrir les matchs où il y a les meilleurs joueurs mondiaux, alors je me dirais que finalement Paris 2024 c'était un coup d'épée dans l'eau, quoi. Bon, toi, Frédéric Lecanu, tu as commenté sur Eurosport les Jeux Olympiques et sur les épreuves de judo, avec des moments totalement historiques sur notre sport. On est quand même le premier sport en nombre de médailles et sur les Jeux Olympiques en termes d'adhésion aussi. Qu'est-ce que tu as vécu, toi, en tant que commentateur, et le regard que tu as porté ensuite sur les Jeux paralympiques ? Moi, ce que je retiens deux grands événements. Déjà, c'était un rêve de commenter les Jeux Olympiques, parce que j'ai eu l'immense privilège de jamais les faire. Donc, c'était l'échec de ma carrière. Moi, j'étais remplaçant en 2004, donc de les commenter en 2024... Je le rappelle, t'étais judoka de haut niveau. Oui. Voilà, c'est-à-dire que moi, c'était un rêve de participer à mon niveau à ces Jeux. On a vécu un rêve aussi avec la victoire des judokas par équipe. C'était un événement incroyable avec les Japonais en finale. Tokyo, c'était en 2021, puis ensuite en 2024 avec le double tirage au sort. Enfin, Teddy Riner qui combat 2 fois, tout ça. Donc c'était un moment d'anthologie. Là, on n'était plus dans le sport, on était dans l'œuvre d'art, justement sur un événement universel avec des garçons, avec des filles, avec des grands, des petits. Etc. Donc c'était un moment absolument incroyable. J'ai eu le privilège aussi d'animer beaucoup le Club France avec des gens qui étaient passionnés. Donc on a vécu des Jeux absolument fabuleux. Et pour le parallèle avec les Paralympiques, alors j'ai pas eu le privilège
commenter pendant les Jeux Para, mais j'ai beaucoup travaillé en amont sur des tournées promotionnelles où effectivement on a toujours été au service de cette universalité et de vivre aussi à des événements où il y avait des judokas qui étaient en situation de handicap, et on a vécu une immense aventure comme on l'a précisé tout à l'heure, qui était suspendue, qui était unique, qui était insufflée par l'esprit olympique-paralympique. Et voilà, moi j'ai vécu 15 jours sur les Jeux Olympiques, la France parfaite, avec une ambiance absolument incroyable. C'était suspendu, mais c'est suspendu, ça s'est suspendu pendant 15 jours. Il aurait fallu que ça soit suspendu pour toujours. Et moi j'avais une question pour Florence. Toi qui es en fauteuil en situation de handicap depuis un petit moment maintenant, et en plus en étant femme, est-ce que tu as l'impression de voir une évolution dans le monde du sport justement depuis toutes ces années? Tout le monde se tutoie dans cette émission, c'est devenu n'importe quoi, pardon. Oui, mais on parce qu'on se connaît un peu. Et oui, l'évolution elle est flagrante. Il faut, moi j'aime bien quand même voir le verre à moitié plein. Ça fait du bien aussi dans le monde, dans l'époque à laquelle on appartient, de voir les choses positives arriver. Donc oui, les choses ont beaucoup changé. Moi, je suis d'une époque où on avait 20 minutes de couverture des Jeux paralympiques et encore partagé entre tous les sports, et il se passait pas grand-chose. Et puis quand on était une fille, c'était encore moins, quoi. C'est-à-dire qu'on était le pourcentage du pourcentage, quoi. Aujourd'hui, c'est très différent. Les choses ont beaucoup changé. Il y a eu quelques figures qui ont été quand même très mises en avant, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, etc. Moi, la seule chose qui m'intéresse et qui m'interroge aujourd'hui, c'est la durabilité de ça. C'est comment on s'assure que ça va pas retomber. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des athlètes et les athlètes femmes, encore une fois, sont encore plus vulnérables que les athlètes hommes. Il y a des athlètes qui ont perdu beaucoup de partenariats à l'issue des Jeux. Et dans le monde paralympique, beaucoup de partenariats sur assez peu d'argent encore, malheureusement. Ça représente l'impossibilité ou au contraire l'impossibilité de poursuivre sa carrière, quoi. Allez, les échanges continuent sur Sud Radio. Vous bougez pas, on revient juste après la pub. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur Sud Radio avec autour de la table Frédéric Lecanu, journaliste, judoka, qui est la voix officielle du judo français sur Eurosport et bientôt sur RMC Sport. Et puis Florence Alix-Gravelier, ancienne joueuse professionnelle de tennis fauteuil, médaillée aux Jeux de Pékin, c'est ça Florence, hein? Oui, c'est ça. En 2008. Et puis Caroline Fruchot, notre chroniqueuse habituelle, qui, elle, fait du basket fauteuil, je crois. Oui, tout à fait. Et qui, en plus, ne va pas à son entraînement pour être avec nous. Alors, je l'en remercie. Je fais du basket, mais je fais plein d'autres sports aussi. Ah, écoute... Tout récemment dans le trail. Et vous, Mathéo Lamblot, basket resto? Ah non, pas basket. Mes mains, je ne sais pas les utiliser. Juste avant la pub, Caroline Fruchot, vous vouliez, je crois, rebondir sur ce que disait Frédéric par rapport à la médiatisation du sport paralympique. Oui, tout à fait. En fait, on parlait de sport homme-femme, on parle très très peu de sport handi à la télé. Finalement, il y a très peu de médiatisation. Ça pourrait aider énormément à faire connaître nos sports et à montrer que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on fait pas de sport. Les Jeux paralympiques nous l'ont prouvé. Tony Estanguet nous l'a prouvé en disant que la session qui avait été la plus regardée, la plus médiatisée à l'époque, avait été, il me semble, une finale d'athlétisme paralympique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est pas plus médiatisé tous ces sports? C'est une question compliquée parce que moi j'ai eu le privilège de partager beaucoup de moments avec des personnes en situation de handicap et avec des athlètes paralympiques dans le cadre de la préparation des Jeux de Paris. Notamment avec Sandrine Martinet qui a été porte-drapeau, qui fait du judo et qui a été médaillée à nouveau aux Jeux. Donc les athlètes savent que moi, j'ai toujours été un grand défenseur de la défense de cette cause-là. Mais pour répondre à ta question, je pense que c'est difficile. C'est une question très difficile parce qu'il ne faut pas que ma réponse soit mal interprétée. En fait, c'est difficile de parler du handicap et je trouve que le cheval de Troie que moi j'utilise, c'est parler du judo. C'est-à-dire que quand on parle de judo, eh bien, les athlètes paralympiques ont pu, dans le cadre des animations, se positionner derrière la locomotive qu'est le judo olympique. Je te prends un exemple. Quand tu annonces l'arrivée de Teddy Riner, par exemple, on va faire au Grand Slam de Paris une animation avec la présentation des athlètes olympiques et paralympiques. C'est un manque de respect à personne de dire que si tu annonces Teddy Riner, tu auras plus d'engouement que si tu annonces un athlète paralympique. Bien sûr. Et j'en suis vraiment désolé parce que ce que je te dis, c'est la vérité. Donc, si tu mets Teddy, et lui, il est tout à fait apte à le faire et il le fait avec plaisir,
dans le cas d'une locomotive où derrière tu penses tout de suite à mettre un wagon, et je salue les wagons, les copains wagons du para, mais ils vont comprendre ce que je dis parce que ça fait des années qu'on fait ça, c'est d'utiliser la force. Le judo, c'est l'utilisation de la force de l'autre. Là, c'est pareil, c'est quand tu me dis comment on peut l'analogie, ouais. Mais non, mais c'est plutôt, si tu veux, plutôt que de me poser la question de comment je peux plus mettre en lumière le para alors que je sais déjà que c'est pas possible sur certains secteurs, j'utilise un cheval de Troie avec Teddy, par exemple, pour mettre derrière les autres. Mais t'as des personnalités comme ça qui sont très emblématiques du handicap et sur qui il faut s'appuyer pour permettre de faire connaître, comme Gilbert Montagnier, Philippe Croison, Michael Jérémiaz, évidemment. Des chroniques qui pourraient, pour par exemple, il l'a fait, il me semble, pour Roland Garros, d'aller commenter, etc. Bien sûr, il commentait sur concernées. Il commentait sur France 2. Tu me regardes avec un. Mais moi, si je pouvais le faire, je le ferais. Je veux dire, moi, je suis d'accord avec vous. Je me fais discuter. T'es pas responsable éditorial, c'est ça. Mathéo. Dis donc, Fred, pourquoi les autres ils viennent pas? Mais j'y suis pour rien, moi, les amis. Ça fait des années que je me bats pour qu'ils y soient aussi. En commençant peut-être en amenant justement au cheval de Troie, avait une question. J'ai une question pour Frédéric. On voit qu'il y a des compétitions qui sont obligatoirement diffusées. On peut parler de la finale de la Ligue des Champions, par exemple, ou l'équipe de France de football. Est-ce que pour promouvoir le sport paralympique, est-ce qu'il faudrait tout simplement pas obliger certaines chaînes à diffuser justement des compétitions donc des quotas? Oui. Ouais. J'ai jamais été très fan des obligations. Moi, si tu veux, ça fait depuis 2007 que je commente. Ça fait depuis plus de 15 ans que je fais des tournées citoyennes et de promotion pour le judo notamment. Je crois, j'ai un espoir, c'est d'améliorer la société. Et je pense qu'on sera plus fort en étant pédagogique, en partageant et en utilisant, comme je te disais, des chevaux de Troie, mais aussi des grands axes comme l'école, par exemple, qui est un secteur très important. Parce que tu sais, quand tu dis, par exemple, il faut accompagner les filles, les femmes, il faut... l'école, par exemple, est un secteur par ricochet du sport féminin, puisque toute l'école est obligatoire pour tout le monde. Donc, tu vois, il y a des grandes forces comme ça qu'il faut utiliser. Moi, je suis plus, si tu veux, comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut rendre obligatoire? Non, par contre, il faut raconter des histoires, rendre la chose intéressante, développer la curiosité des gamins sur des choses plutôt que d'effrayer les gamins sur d'autres. Moi, c'est plus ma sensibilité. Florence Alix-Ravelier, vous, votre quotidien de femme en situation de handicap avec votre accompagnement, sensibilisation sur les questions de handicap dans les entreprises, la place de la féminité et votre parcours sportif prend quelle envergure quand vous parlez justement du dépassement de soi? Vous avez 2 heures. Grosse question. D'ailleurs, on se vous voit maintenant. Oui, non, mais on sait plus, on a 2 heures de questions, il vous a mis au pluriel. La question de la féminité, c'est particulier dans le sujet du handicap parce que quand on associe le premier critère qu'on associe à la femme, c'est beau, c'est la notion de beauté, c'est l'esthétique en tous les cas et c'est d'ailleurs un des grands sujets pour présenter les femmes dans les médias, dans les sportives. On est souvent sur la tenue, on est souvent sur des critères de plastique du corps, etc. Et c'est à mon sens, une des premières choses qui est difficile pour les femmes en situation de handicap, c'est ce rapport à son corps, ce rapport à l'esthétique, etc. Donc, on est peut-être doublement et puis l'intérêt des marques aussi. De ce point de vue-là. L'intérêt des marques. On voit Pauline Desroulettes qui s'est faite sponsoriser par une grande maison de couture du groupe de Bernard Arnault. C'est un peu en train d'évoluer. Là où il y a double problème, la perception du corps change, la perception aussi de ce qu'on attend du sport change. Quand on voit Serena Williams il y a quelques années, toutes les critiques qu'il y a pu y avoir sur sa plastique, sur ses tenues, sur tout ça, et les levées de boucliers qui ont été avec, aujourd'hui, tout ça, c'est moins possible. Donc évidemment, ça fait plus de place aux femmes en situation de handicap pour faire du sport. Mais c'est quand même une des premières difficultés qu'elles rencontrent, qui est d'aller s'exposer dans une tenue de sport, dans une tenue parfois un peu près du corps, etc., etc. Il n'y a pas que la question de la visibilité, il y a aussi le matériel qu'on met à disposition, les tenues, etc. Donc oui, il y a des obstacles supplémentaires quand on est une femme en situation de handicap, des obstacles psychologiques, des obstacles aussi de sociabilisation, sortir de chez soi, etc.
un peu moins facile pour des femmes en situation de handicap que pour des hommes en situation de handicap. Donc voilà, il y a tout ça qui se joue derrière. Et moi, quand je vois la question du budget des sports, c'est pas juste une question politique, on est pour ou on est contre. C'est la question de ce qui va se passer concrètement sur le terrain pour tous ces gens-là. C'est la question des clubs inclusifs, c'est la question de à quelle distance on peut aller pratiquer son sport. Est-ce que c'est pas loin de chez soi? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des offres qui sont adaptées à mon état d'esprit, de personnes en situation de handicap, mais aussi de femmes. On n'est pas asexué quand on est en situation de handicap. Donc, est-ce qu'on est capable de customiser toutes ces offres pour s'adapter aux problématiques de chacun? C'est le grand sujet qui est posé, à mon avis, bien plus que... est-ce qu'on est pour ou contre sur la question du budget, justement, on voit que le gouvernement a fait une tentative de diminuer de plus de 400 millions le budget annuel consacré au sport. Bel héritage des Jeux, ça aussi. Ouais, justement, après les Jeux, vous êtes choqués ou vous dites c'est normal, c'est la France? Vous deux, vous tous autour de la table même. Hein. Oui, bien sûr que je suis choquée. Est-ce que je suis surprise? Pas tant que ça, mais choquée, bien sûr. Mais encore une fois, et ça rejoint ce que disait Fred tout à l'heure, qui est de quoi on parle et comment on en parle. Quand on parlait, on disait il faut parler de sport, il faut parler de judo, il faut parler de la pratique avant tout. Voilà, moi pour moi, quand on coupe le budget des sports aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas compris tout ce qu'on avait comme potentiel de performance, de progression, de performance sociale parce que à travers le sport. Le sport, c'est pas juste s'entretenir physiquement, en fait, c'est tout ce qui va avec aussi. C'est autour du lien social, c'est du mieux-être, etc. Bien sûr. Donc concrètement, ce qui a été coupé, c'est comme ce que tu dis, Florence, et le gouvernement n'a pas compris tout l'enjeu qu'il y a derrière et tout ce qui est après, tout ce qui est traumatisme, TMS musculo-squelettique, qui vont être résolus par le sport. Donc on ira un peu moins chez le médecin à l'issue de ça. Enfin, il y a tout un enjeu clairement physique là-dessus. Bon, je vous pose une question à chacune et chacun autour de la table. Mathéo, vous pouvez aussi répondre en 20 secondes, puisqu'il nous reste peu de temps. Est-ce que ça vous choque, par exemple, qu'il n'y ait pas eu de livre sur les Jeux paralympiques? Et puis, si vous avez une petite fille, un petit garçon là qui vous écoute, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire par rapport au sport? Je commence avec toi, Fred. Je vais répondre à la question que je maîtrise le mieux, c'est la deuxième, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Moi, s'il y a un petit garçon qui m'écoute, je vais juste lui partager mon histoire. En 20 secondes. Ça va pas être facile. Hein. Moi, j'ai commencé le judo, j'avais 10 ans. Et pour faire très court... Moi, j'avais pas très envie de vivre à 10 ans. Et quand je suis rentré avec l'école dans mon premier club de judo, j'étais gros, parce que j'étais en situation d'hyperobésité, je suis devenu un poids lourd. Et ça a changé toute ma vie. Ça veut dire que je sais pas si c'est du handicap, je sais pas si c'est de la maladie, je sais pas les mots derrière les mots. Moi, j'avais pas envie de vivre. Et le sport a changé toute ma vie. Aujourd'hui, je suis debout. Voilà. Donc, mets-toi debout. Qui que tu sois et qui m'écoute, parce que la vie elle est magnifique et le sport peut parvenir à ça, à la voir meilleure. Ça fait 30 secondes ça. Mets-toi en action plus que mets-toi debout. Dans ta tête, c'est ce que je voulais dire. Florence. J'ai la même histoire que Fred, et moi j'utilise ça souvent dans mes conférences. Je suis plus différente, je suis unique, et c'est le sport qui m'a donné ça. Le pouvoir de me penser positivement dans ce que je suis, et c'est le sport qui m'a donné ça. Mathéo Lamblot. Je vais revenir à la première question du coup. Je trouve ça choquant qu'il n'y ait pas eu de livre pour les Jeux paralympiques parce qu'ils ont été une fête autant que les Jeux olympiques. Mais si vous aussi vous êtes choqué par ce que vous venez d'entendre avec Mathéo Lamblot, enfin en tout cas si vous êtes choqué par le fait qu'il n'y ait pas eu de jeux sur les Jeux paralympiques, vous pouvez évidemment commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner aussi au podcast Sud Radio. Vous pouvez également venir nous parler, participer à l'émission en nous écrivant à jeparticipe@sudradio.fr. Vous êtes évidemment les bienvenus. L'antenne vous est ouverte. C'est la semaine où nous mettons les femmes sportives à l'honneur. Et merci Florence Alix Gravelier d'avoir été là. Merci Frédéric Lecanu également d'avoir accepté notre invitation. Je remercie toute l'équipe de Sud Radio. Je remercie l'équipe au web. Je remercie Daisy Brito. Je remercie Mathéo Lamblot et tous ceux qui nous permettent de vous proposer ce programme. Bordeaux-Bègles, Lyon avec Alexandre Priam tout de suite sur Sud Radio juste après les infos.